Donc, chers téléspectateurs, comme vous avez vu, il y avait toujours une feuille de route proposée par l'Égypte concernant plusieurs problèmes au sein de l'Afrique. Pour avoir plus d'analyses concernant les visions Égypte pendant 2022 à l'égard de plusieurs crises qui touche la scène régionale et internationale. Nous avons actuellement en ligne de l'ATV International M. Rizk Chehata, notre analyste politique qui va nous parler à partir de France. Monsieur Rizk Chehata, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de l'ATV International. Donc, ma première question, si je peux vous poser cette question, comment vous avez vu la vision de l'Égypte à l'égard des problèmes africains? Quelles sont les solutions, par exemple, qui ont été proposées par l'Égypte? Écoutez, d'abord, permettez-moi de souhaiter une très bonne année 2023 pour tout le peuple égyptien et pour notre président Abdel Fattah el-Sisi. L'année 2022, elle était riche en événements. Oui. Ça se termine par exemple par le sommet aux États-Unis pour les pays africains et que l'Égypte a joué un rôle important dedans. Ouais. C'est une année de réussite pour la politique étrangère égyptienne à travers le monde. Ouais. Et donc, du coup, espérons, bon, malgré quand même tout n'est pas rose, il y a des difficultés économiques suite à la guerre de l'Ukraine et de la Russie, mais l'Égypte a réussi à passer toutes ces étapes avec une politique efficace étrangère qui avait comme mérite le respect du monde entier pour notre politique étrangère. Ouais. Par exemple, comment vous avez vu la position de l'Égypte vis-à-vis du changement climatique qui frappe le continent africain, notamment comme vous savez, l'Égypte a, si je peux dire, a été le pays hôte de la COP 27. Tout à fait. Moi, j'ai eu l'honneur d'être présent à la COP 27 en Égypte et j'ai vu une organisation digne des pays européens. Et c'est ça l'Égypte aujourd'hui, c'est que elle sait faire des grands événements internationaux comme la COP27 parce que le climat concerne le monde entier et en même temps les pays africains subissent énormément des climats. Et donc l'Égypte elle était dans son rôle avec cette COP27. Et je pense qu'on a quand même fait un très très bon événement en Égypte avec cette COP27, que ce soit au niveau de l'organisation ou l'influence égyptienne sur les chefs d'État pour qu'ils arrivent à signer un papier à la fin qui s'engage, qui engage tout le monde à travailler mieux pour l'écologie de notre monde. L'Égypte essaye toujours de poursuivre une politique de coopération, une politique de coordination au lieu d'une politique de confrontation, de conflit avec que ce soit les voisins au niveau régional ou au niveau africain. Dans ce cadre, comment vous avez vu la manière avec laquelle l'Égypte a traité la question du barrage de la Renaissance? La question 2, je n'ai pas entendu. Le barrage de la Renaissance, comment vous avez vu la manière? Oui, l'Égypte a préféré les moyens diplomatiques, mais avec, on sait que la force de frappe égyptienne, elle est redoutable, et malgré cela, le président Fattah el-Sisi a préféré l'influence diplomatique de l'Égypte dans le monde entier. Et ça, c'était une très bonne chose parce qu'on ne fait pas la guerre pour la guerre, mais par contre, on a réussi à protéger nos biens, nos intérêts vitaux. Et donc, c'est un exemple énorme, la crise du barrage de la Renaissance. D'ailleurs, moi, je ne l'appelle pas comme ça. Je l'appelle le barrage éthiopien. Montre que l'Égypte est capable de gérer des problèmes vitaux avec de la sagesse et avec de la force derrière, bien sûr. Parce que si on était faible, on n'aurait pas fait comme ça. Mais
comme on sait que nous avons derrière nous une force armée sérieuse qui fait réfléchir tout le monde, tous nos voisins 2 fois avant de venir chercher nos intérêts. Donc c'est comme ça que ça se gère une crise de cette sorte. Et bien sûr, nous avons la chance d'avoir un président qui excelle dans sa politique étrangère, bien entendu. Concernant toujours la politique étrangère adoptée par l'Égypte, il y a toujours des principes comme par exemple le bon voisinage, la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays, le respect de la souveraineté des pays, et ainsi de suite. Dans ce cadre, comment vous avez vu, encore une fois, la vision de l'Égypte à l'égard de la Libye, à l'égard quand même de l'Irak? De toute façon, l'Égypte ne fait que respecter les conventions des Nations Unies et le Conseil de sécurité, ces articles et de ne pas intervenir dans les affaires des autres pays, l'article de respecter l'indépendance et chaque pays est libre de se gérer comme elle le souhaite. Je pense que l'Égypte, elle fait ça. Donc, nous sommes un pays qui respecte la législation internationale. Comme tous les grands pays, on n'a rien à envier à l'Europe, on n'a même rien à envier aux membres permanents du Conseil de sécurité. Et la relation de l'Égypte avec tous les membres du Conseil de sécurité est équitable et bien mesurée avec la Chine, avec la Russie, avec les États-Unis, avec la France et l'Angleterre. Et du coup, nous sommes un pays qui respecte les droits internationaux et on arrive à avoir des résultats efficaces dans toutes les affaires qui nous mêlent avec les autres pays, que ce soit des pays voisins ou pas, ou des pays lointains. Et à quel point vous trouvez que l'Égypte essaie toujours de soutenir ou quand même essaye de frayer le terrain pour une sorte d'élection au sein de la Libye afin d'arriver à une stabilisation pour ce pays frère? Ben oui, regardez comment l'Égypte a accueilli des immigrés de la Syrie, comment l'Égypte a fait avec l'Irak. Au fait, on est toujours le plus grand pays arabe et notre décision pèse sur la scène arabe énormément. Et tous les dirigeants arabes le disent. Ils disent si l'Égypte elle serait tombée, tous les pays arabes tombent derrière. Donc nous sommes le premier comment dirais-je, obstacle à tous les mauvais partis aux pays arabes. Regardez, je donne un exemple avec la crise palestinienne et le rôle de l'Égypte à chaque fois quand cette crise s'envenime entre Israël et puis la Palestine. L'Égypte, elle est là, elle est là comme valve de sécurité. Elle a un rôle très important et estimé par les grandes puissances de ce monde. Donc tout ça, c'est une politique calculée par notre président. Et donc au cours de son séjour à Washington et au cours de ses entretiens avec les responsables, que ce soit économiques, politiques, le haut responsable américain, en général, Monsieur le Président a éclairci une fois de plus la vision de l'Égypte vis-à-vis de la cause palestinienne et vis-à-vis de l'occupation israélienne. Ben, écoutez, la politique de l'Égypte face à Israël, c'est un pays voisin, c'est un pays où on a des intérêts en commun, par exemple le gaz et d'autres intérêts. Et en même temps, le devoir de l'Égypte, c'est de défendre les Palestiniens. Donc, c'est une position, même l'Europe. Au fait, je pense que l'Égypte a la même position que l'Europe, que le Parlement européen par rapport à cette crise. Et du coup, quand on a la même politique que l'Europe, personne ne peut nous reprocher quoi que ce soit. Et ça, c'est l'intelligence de la politique, le génie de la politique étrangère égyptienne qui a réussi à
à converger avec la politique européenne, quelque part, et même dans le problème avec la Turquie et tout ça. Et on y arrive quand même à avancer. Rappelez-vous, il y a quelques années, c'était très dur avec le Qatar. Aujourd'hui, nous sommes des pays frères. Avec la Turquie, j'espère un jour qu'il accepte les exigences de sécurité de l'Égypte. Et du coup, il n'y a pas de problème. Nous sommes ouverts sur le monde entier. Monsieur Le Shahata, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements de votre part concernant le bilan diplomatique 2022 concernant l'Égypte et sa vision à l'égard de différents problèmes, différentes crises qui touchent la scène régionale internationale. Justement, je dois vous laisser avec ce reportage qui va vous révéler comment les observateurs internationaux ont vu l'Égypte qui a pu être le pays hôte de la COP27. Historique, c'est le terme choisi par beaucoup d'observateurs pour qualifier l'accord arraché dans les derniers instants de la COP27 sur la création d'un fonds destiné à indemniser les dégâts climatiques irréversibles subis par les pays pauvres. Les décisions prises lors de la COP27 sont un message destiné au monde entier, a déclaré Sameh Choukri, président de la conférence, après la séance de clôture. Selon lui, le travail que nous avons accompli ici au cours des 2 dernières semaines et les résultats que nous avons obtenus ensemble témoignent de notre volonté collective, en tant que communauté des nations, d'exprimer un message clair qui résonne fort aujourd'hui dans le monde entier, à savoir que la diplomatie multilatérale fonctionne toujours malgré les difficultés et les défis de notre époque. Sameh Choukri a affirmé que la conférence a été à la hauteur. Nous avons assumé nos responsabilités et nous avons pris des décisions politiques décisives que des millions de personnes dans le monde attendaient. Quel bilan faire de cette COP? L'Égypte a rempli avec succès son rôle de pays hôte. La conférence sur le climat de l'ONU, qui s'est clôturée après des négociations intenses et avec plus d'1 jour de retard sur le calendrier prévu, a rassemblé plus de 110 dirigeants mondiaux et 45 000 participants. Parallèlement aux négociations officielles, dans la zone verte, la COP27 a offert une plateforme au gouvernement, aux entreprises et à la société civile pour présenter des solutions climatiques concrètes. Le sommet sur le climat a également vu le lancement pour la première fois du pavillon des jeunes et des enfants afin de les intégrer au cœur de l'action climatique. La mission de ce sommet était de faire le lien entre le sommet de Glasgow, COP26, tenu en 2021 au Royaume-Uni et qui a finalisé les règles d'application de l'accord de Paris, et la COP28, prévue en 2023 aux Émirats arabes unis et qui examinera le premier bilan mondial de l'action climatique.